Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update, l'émission qui vous détaille tous les avancements du projet Starship. Cette semaine, SpaceX nous prépare une livraison spéciale pour Boca Chica, change plusieurs moteurs du Ship 28, on décryptera aussi les images inédites publiées sur X, et on passera en revue les derniers tests effectués sur l'étage 0 du Starship. Allez, vous l'aurez compris, on commence donc cet épisode 115, comme souvent, sur le pâtir orbital pour prendre quelques nouvelles des travaux au pied de la tour Mechadzilla. Depuis plusieurs jours, SpaceX y installe de larges plaques de blindage pour protéger le béton de la tour et surtout pour stopper l'érosion qui ronge peu à peu la base du mécano géant. Le mur de protection du treuil et les deux faces directement exposées sont maintenant entièrement couvertes de panneaux d'acier solidement fixés aux barres d'armature qui composent le squelette du socle de Mechadzilla. Derrière le réservoir du déluge, SpaceX construit aussi un nouveau bâtiment dont on ne connaît pas encore officiellement la fonction. Le 25 janvier dernier, on s'en souvient, les ouvriers ont eu un petit souci lors du décoffrage et ou du coulage des murs de la structure. Une semaine plus tard, le chantier a donc pu reprendre et les ouvriers s'attaquent maintenant apparemment à l'assemblage des éléments d'un toit. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode si on a plus d'informations sur le chantier en cours derrière la tour de lancement. Le 29 janvier dans la soirée, sachez aussi que SpaceX a testé les chopsticks de la tour de lancement, ainsi que le bras de ravitaillement du second étage, aussi appelé le QDA ou Quick Disconnect Arm en anglais. Entre-temps, et à deux reprises, les caméras de la chaîne NASA Spaceflight ont capturé ces belles images de la chute de deux bolides pendant qu'au premier plan, les équipes de nuit s'activent pour terminer les réparations de l'OLP, la table de lancement du Starship. Le 30 janvier dernier, les techniciens ont remplacé un des vérins qui actionne le booster Quick Disconnect, le bras de ravitaillement du premier étage. Au moment où j'écris ces lignes, SpaceX a couvert le bras cryogénique d'une bâche, probablement pour y effectuer des travaux de soudure à l'abri des intempéries. Au total, SpaceX aurait fait une dizaine de tests de fermeture du booster Quick Disconnect. Attention on the orbital pad. The orbital latch mount is now clearing and will be restricted for hydraulic movement. Entre-temps, les ingénieurs ont aussi organisé plusieurs séries d'essais sur les installations sol du pas de tir, notamment pour calibrer et tester les supports de la table de lancement. D'ailleurs, en survolant le pas de tir orbital, la chaîne RGV Aerial Photography a réussi à prendre en photo les tests en cours. Ici à gauche, on peut deviner les pinces abritées dans la structure de l'OLP et sur celle de droite, on peut voir les 20 supports du booster sortis en position de lancement. Ces tests préparent donc le retour du booster B10 sur le pas de tir pour y effectuer un wet dress rehearsal, c'est-à-dire une répétition générale de lancement pendant laquelle SpaceX vérifiera aussi le bon fonctionnement de la ferme à ergol. Sur la ferme à ergol du Starship, SpaceX semble avoir fini les travaux de renforcement des GSE, ces réservoirs verticaux dédiés au stockage de l'eau, d'azote et d'oxygène liquide. Au moment où je prépare cet épisode, les ouvriers ont d'ailleurs commencé à repeindre les renforts ajoutés au GSE numéro 7 et au numéro 2. Comme on l'a vu ensemble, 2 des 8 réservoirs verticaux ont été démontés par SpaceX les 5 et 9 janvier dernier, et il reste donc actuellement 6 réservoirs verticaux qui serviront visiblement encore pendant un petit moment pour les prochains lancements du Starship. Depuis le second vol du Starship, SpaceX a aussi installé de nouveaux échangeurs de chaleur sur le pâtir orbital.
Ces systèmes utilisent de l'azote liquide pour refroidir le méthane et l'oxygène qui alimentent ensuite les moteurs du lanceur lourd. 4 longues conduites ont aussi été installées et reliées à ces échangeurs de chaleur pour déverser l'excès d'azote gazeux de l'autre côté d'un nouveau mur de protection dont on parlera dans un moment. Sur cette photo aérienne de RGV Aerial Photography, on voit bien les progrès du chantier en cours avec les 6 GSE restants depuis le retrait des 2 réservoirs verticaux par SpaceX. À gauche, on a ici la partie de la ferme dédiée au refroidissement et à la distribution du méthane. Cette partie utilise actuellement 4 pompes cryogéniques de relative petite taille et 4 échangeurs de chaleur. À droite, on a ici la partie dédiée au traitement de l'oxygène liquide. Cette partie a été récemment améliorée et accueille maintenant 5 plus grosses pompes et 2 fois plus d'échangeurs de chaleur que la partie dédiée au méthane. Sur cette photo, on voit aussi très bien le circuit de récupération et de purge qui va déverser l'excès d'azote de l'autre côté du mur de protection qui vient d'être complété. En effet, ces derniers jours, SpaceX a aussi reçu 2 nouvelles sections de murs préfabriqués sur le site de lancement. Une vingtaine de blocs ont été installés pour protéger les installations de la ferme à ergols. Le 1er février dernier, les équipes de SpaceX ont aussi installé des barres d'armature au pied du mur et viennent d'y couler du béton pour ancrer et stabiliser solidement l'ensemble du nouveau mur de protection. Sans transition, bonne nouvelle du côté du pas de tir suborbital, la grue LR11000 semble prête à reprendre le travail. Après près de 2 semaines de maintenance et d'inspection, SpaceX a finalement réassemblé la flèche de l'engin, qui pourrait bientôt servir à hisser le Ship 28 sur le pas de tir suborbital B. En effet, contre toute attente, SpaceX vient visiblement de changer plusieurs moteurs du Ship 28, mais bon, ça, on en parle un petit peu plus tard dans cet épisode. Comme j'en parlais en intro, sur le site du Kennedy Space Center, SpaceX prépare une livraison spéciale de nouveaux éléments qui serviront à construire la seconde tour de lancement à Boca Chica. Jeudi 1er février, les étages numéro 3 et 6 ont quitté la base arrière de Roberts Road pour rejoindre le bassin de chargement du port du Kennedy Space Center. 48 heures plus tard, 2 sections supplémentaires ont suivi le mouvement, portant à 4 le nombre de sections prêtes à être livrées par barge sur le site de la Starbase. Pour rappel, la section numéro 7 est déjà arrivée au port de Brownsville et les pièces des sections numéro 8 et 9, celles du dernier étage, ont été livrées sur l'atelier à ciel ouvert de la Starbase, aussi nommé le site de Sanchez. Le 1er février dernier, SpaceX a tenté de dresser une première colonne sur son support d'assemblage avant d'abandonner une nouvelle fois l'opération. Visiblement, ils ont quelques problèmes pour assembler ces premières pièces, mais bon, ça va venir, ça va venir. J'en profite au passage pour répondre à une question que je retrouve souvent dans les commentaires. Sachez que pour le moment, aucun élément concret n'indique que la seconde tour qui sera construite à Boca Chica sera plus haute que la première. Sans transition une nouvelle fois, on quitte le site de Sanchez pour passer aux nouvelles du site de production. Sachez que dans la soirée du 29 janvier dernier, un SPMT a été aperçu devant le Megabay numéro 1, chargé de 2 longs réservoirs destinés au booster B13. Tous les élèves au premier rang le savent déjà, il s'agit ici des réservoirs de CO2 utilisés pour alimenter le système anti-incendie qui équipe les boosters Super Heavy depuis le second vol orbital du Starship. Grâce aux caméras de la chaîne Lapadré, on a pu suivre les opérations de SpaceX pour mettre en place ces longs cylindres noirs sur la section du réservoir d'oxygène du B13, prête à accueillir le réservoir de méthane dont l'assemblage a été terminé le 25 janvier dernier. Le 3 février au petit matin, les équipes du site de production ont d'ailleurs terminé l'assemblage du prototype. SpaceX a empilé le réservoir de méthane sur les réservoirs d'oxygène du booster B13.
Cette opération complète donc le fuselage du prototype et pour la toute première fois dans l'histoire de la Starbase, on a donc actuellement 4 boosters complets qui sont parqués dans le Mega Bay. Pour fêter ça, ou peut-être aussi pour se faire pardonner de nous mettre une porte, SpaceX nous a d'ailleurs gâté en postant sur X une série de photos inédites prises depuis l'intérieur du Mega Bay numéro 1. Alors vous vous en doutez, ces clichés sont une véritable mine d'or pour la communauté qui suit le projet, et je vous propose donc d'en faire une petite analyse ensemble. Ici au centre de cette seconde image, on distingue de gauche à droite le booster B10, le booster B12 et le booster B11. Pour les élèves du fond de la classe, le booster B10 est facilement reconnaissable grâce à son extension dédiée au hot staging. Les 3 prototypes sont installés sur les tout nouveaux ateliers moteurs qui équipent maintenant le Mega Bay spécialisé dans l'assemblage des boosters. De part et d'autre de la porte, on reconnaît aussi le réservoir d'oxygène et le réservoir de méthane du B13 prêts à être assemblés. Sur la photo suivante, on retrouve le réservoir d'oxygène du booster B13, un indice qui nous montre que la photo a été prise avant l'assemblage final du prototype. Ici, on distingue les 2 réservoirs de CO2 installés dans la soirée du 29 janvier dernier. Sur la photo précédente, on pouvait aussi voir les supports qui accueilleront les COPV, ces bonbonnes de gaz comprimées qui permettent le démarrage des moteurs centraux du premier étage. Les COPV et les réservoirs de CO2 sont ensuite couverts et protégés par 4 ailettes aérodynamiques actuellement en cours d'installation sur le booster B11, parqué dans l'angle droit du bâtiment d'assemblage. Plus haut, on distingue aussi les 2 ponts roulants qui servent à déplacer et à empiler les différentes sections d'inox utilisées pour construire les boosters Super Heavy. Sur la même image, on peut aussi voir la première section de la porte nouvellement installée, avec de chaque côté en bleu les 2 treuils qui servent probablement à monter et descendre la double porte. Grâce à ces images publiées par SpaceX, on sait maintenant que la porte du Mega Bay numéro 1 est constituée de 2 sections, elles-mêmes composées de 2 couches d'épaisseur. Et oui, malheureusement, quand elle sera pleinement opérationnelle, les vues de l'intérieur se feront plus rares et il faudra probablement attendre la sortie d'usine d'un booster pour pouvoir suivre les progrès effectués sur la chaîne de production dédiée au booster. Sachez qu'une porte similaire sera probablement installée sur le Mega Bay numéro 2, le grand bâtiment d'assemblage dédié à la production des chips. Pendant que les ouvriers finissent l'assemblage de son toit, un petit peu plus bas, les équipes préparent aussi le chip 29, qui vient de recevoir la livraison de plusieurs moteurs Raptor. Alors je pense que vous l'aurez compris, avec ces nouvelles photos postées sur X, côté booster, on est bon, SpaceX a quelques cartouches d'avance pour les prochains tests de son Starship, dont le premier étage est équipé pour rappel de 33 moteurs. Avec 4 boosters dont 3 à compléter, le constructeur devra donc installer pas moins de 99 moteurs sur ses Super Heavy B11, B12 et B13. Sortis d'usine, les Raptors destinés à alimenter la chaîne de production de la Starbase font un détour par le centre de McGregor, où SpaceX continue de pousser les limites des moteurs qui équiperont les prochains prototypes. Le 2 février dernier, les caméras de la chaîne NSF ont d'ailleurs enregistré l'explosion d'un Raptor sur bande d'essai horizontale du centre de test texan. Après l'anomalie subie par le Chip 25 lors du second vol, les dernières mises à feu effectuées sur le centre de McGregor ont certainement servi à collecter de nouvelles données et surtout à fiabiliser la prochaine génération de moteurs qui équipera les futurs chips. Allez, on retourne à Boca Chica. Comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, plusieurs Raptors ont donc été aperçus ces derniers jours devant les grands bâtiments d'assemblage du site de production. Le 31 janvier dernier, au moins 2 moteurs centraux ont rejoint le Mega Bay numéro 2 où est actuellement installé le Chip 29, le successeur du S28.
Selon toute vraisemblance, SpaceX serait donc en train d'installer les Raptors atmosphériques du prototype qui tentera le vol orbital numéro 4. Entre-temps, le grand frère du Ship 29 est toujours parqué lui sur l'atelier moteur construit par SpaceX devant le Rocket Garden. Un mois après sa mise à feu statique, et pour une raison encore inconnue, SpaceX vient de retirer plusieurs moteurs du Ship 28. Un petit peu plus haut, les ouvriers profitent de ce séjour forcé au Rocket Garden pour ajouter quelques tuiles manquantes. 2 des 4 terminaux Starlink préalablement retirés par SpaceX ont aussi été réinstallés sur le nez du prototype. Vous vous en doutez, ces petites modifs faites ici et là sur le fuselage des chips sont rien comparé au potentiel du véhicule, dont le carnet de commandes commence d'ailleurs à se remplir pour de futurs projets. Et oui, avec ses 9 mètres de diamètre et surtout les 9000 tonnes de poussée promises par Elon Musk, le Starship pourrait un jour servir à placer en orbite des modules entiers de stations spatiales. C'est d'ailleurs le pari fait par Starlab Space qui vient d'annoncer avoir choisi le Starship pour placer en orbite une station monomodulaire de 8 mètres de long pour 8 mètres de large. Cette station privée pourrait accueillir 4 passagers et doit en théorie être mise en service avant le départ en retraite de notre bonne vieille ISS, la Station Spatiale Internationale. Alors, outre le projet en lui-même, qui au passage implique Airbus et potentiellement l'ESA, je suis assez curieux de voir comment le Starship évoluera pour s'adapter aux différents cahiers des charges de ses futurs clients. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça promet de belles choses à suivre dans les années à venir, avec de nouveaux prototypes dont on suivra, si ça vous intéresse toujours bien sûr, le développement dans les futurs Starship Updates. Alors comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine, on se revoit très vite en vidéo, ciao!